We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Ces mots, Barack Obama ne les a jamais prononcés. C'est l'acteur américain Jordan Peele qui les a mis dans la bouche de l'ancien président des États-Unis. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from Cette the vidéo est un deepfake, une falsification de l'image high-tech, un nouveau phénomène qui se répand sur Internet. Здравствуй and hello America. Yesterday we all made Donald Trump the 45th president of the United States. Hooray, we did it! Only blah blah blah, bing bang boom. Les amateurs de cinéma ont transformé l'acteur américain Nicolas Cage en James Bond Girl ou en Harrison Ford dans Indiana Jones. Des miracles qui ont même révélé des talents insoupçonnés au pape François. En direct sur CNN. De l'humour, mais aussi un risque de manipulation. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Cette nouvelle technologie a le pouvoir d'amplifier considérablement les fake news. À quoi ressemblera le monde quand n'importe qui pourra faire un faux et qu'en plus chaque image pourra être remise en cause? Ces deepfakes sont réalisés grâce au progrès foudroyant de l'intelligence artificielle. Et surtout, au deep learning, l'apprentissage profond. Une technologie qui exploite des algorithmes, des neurones informatiques, pour imiter le fonctionnement du cerveau humain. En Chine, l'agence de presse de l'État a déjà mis au point un journaliste virtuel capable de présenter le JT. Aux États-Unis, des sites d'information publient des articles entièrement rédigés par des ordinateurs. Une révolution dans le monde des médias. Les machines sont-elles en train de prendre le contrôle de l'information? Comment la technologie peut-elle nous influencer? Mes chers compatriotes, j'ai décidé de présenter l'émission Complément d'enquête dès la rentrée prochaine sur France 2. Bienvenue dans Complément d'enquête. Dans la capitale des États-Unis, l'un des quotidiens les plus influents du pays a déjà adopté l'intelligence artificielle. Depuis 3 ans, les 900 journalistes du Washington Post ont un nouveau collègue, Héliographe. Un logiciel capable d'écrire un article tout seul, comme cette petite biographie du sénateur démocrate Tim Kaine. Au sein du journal, c'est Jérémy Gilbert qui développe Héliographe. Vous voyez par exemple les Jeux Olympiques en 2016. Dès que des résultats sortaient, nous étions capables de les publier automatiquement sur notre site, mais aussi sur notre fil Twitter, sur Facebook et sur Amazon. Alors que nos reporters, eux, étaient en mesure de nous raconter ce qui se passait sur place. Capable d'analyser des centaines de données en temps réel, le logiciel a déjà écrit des milliers d'articles. À chaque fois, en quelques secondes. Héliographe est alimenté par plusieurs sources. Il va d'abord essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces données, il fait un premier tri, il évalue les tendances. À partir de cela, il écrit des phrases modèles. Ensuite, il comble les mots manquants. Dans une deuxième étape, il hiérarchise les phrases qu'il a écrites en fonction des faits. En quelque sorte, Héliographe adopte un jugement éditorial comme un journaliste humain, mais de façon automatique. Il est aussi utilisé pour couvrir la politique, notamment lors des grandes soirées électorales américaines.
Vous voyez là, on a annoncé que le républicain Greg Abbott est élu gouverneur du Texas et que Mark Gordon a lui gagné le Wyoming. Mais même sur des sujets aussi importants, vous n'hésitez pas à publier sans une vérification humaine? Jusqu'à présent, les données ont toujours été correctes. Il n'y a aucune raison de ne pas publier de façon instantanée et nous avons des modérateurs qui surveillent. La puissance d'héliographe a fait ses preuves. Mais le promoteur de l'intelligence artificielle au Washington Post est aussi conscient des limites de sa machine. Je ne pense pas que nous verrons les systèmes automatisés remplacer les reporters humains. Il y a beaucoup de sujets qu'il faut laisser aux hommes. Et quand vous avez de bons reporters comme nous, notre travail à nous, c'est de les aider en faisant du traitement de données. Et si demain, une rédaction fonctionnait sans journalistes? Non loin de la Silicon Valley, à San Francisco, le défi est déjà relevé. En centre-ville, ce petit immeuble abrite une start-up fondée par Alexandre Elkrieff, un jeune Français de 24 ans. Avec ses associés, tous diplômés de Stanford, ils ont lancé leur site internet d'information il y a 9 mois, avec de grandes ambitions. Notre but à long terme, c'est de devenir le plus gros employeur de journalistes du monde. Enfin, ou j'exagère, mais de se dire, on va développer une plateforme avec un business model qui soit rentable pour pouvoir réallouer des ressources au journalisme d'investigation, au journalisme d'opinion et au journalisme de terrain. Mais pour se développer, l'entreprise mise avant tout sur l'intelligence artificielle. Seuls des ingénieurs, des informaticiens sont derrière les écrans de Nowhere News. Le site publie chaque jour 50 articles. Ok. Entièrement rédigés par des logiciels autonomes. On surveille à peu près 350 sources, le New York Times, le Washington Post, l'agence France Presse. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que donc, on a une plateforme interne. À chaque fois que vous voyez une bulle exploser là-dessus, c'est qu'on a attribué un nouveau signal à un article. Et c'est sur la base de ce paquet d'informations qu'on va ensuite générer nos articles. Ce sont donc les contenus de la presse traditionnelle qui alimentent les algorithmes de Nowhere News. Mais face à une information qu'ils considèrent trop orientée, ces jeunes entrepreneurs ont développé leur propre concept. Des articles à la carte, en fonction de la couleur politique. On a un article qui parle des Mexicains qui veulent immigrer aux États-Unis. On a écrit une version impartiale, qui est un article où on a favorisé les faits, sans mettre de couleur politique. On a une version de droite qui insiste sur le fait que Trump a renforcé la sécurité à la frontière. Et ensuite, on a la version de gauche qui va nous dire que, en fait, Trump il force les demandeurs d'asile à attendre au Mexique. Une information version start-up, mais avec encore quelques failles. Vous produisez 3 types d'articles, quasiment sans intervention humaine. Jusqu'où on peut faire confiance aux algorithmes, à la machine et aux ordinateurs? On ne fait jamais exclusivement confiance à la machine. C'est pour ça qu'on a toujours des rédacteurs qui vont vérifier que ce qu'on publie est correct d'un point de vue éthique. Comment est-ce qu'un système comme le vôtre peut se protéger de fausses informations, puisque vous êtes dépendant d'autres sources et qu'à aucun moment vous faites le travail de passer un coup de fil ou de vérifier par vos propres moyens une information? Alors, on va aussi loin qu'on peut, et la décision finale est toujours prise par un humain. Mais on a besoin de développer un modèle économique qui marche. Des articles rouges, des bleus et des blancs. Des codes couleurs simples. Une vérité et 2 visions du monde. L'information facile à produire et à classer grâce aux algorithmes d'une technologie toujours plus performante. À Pittsburgh, l'université Carnegie Mellon est l'une des 3 meilleures au monde en sciences de l'informatique. La première à diplômer ses étudiants en intelligence artificielle. Elle recrute des professeurs du monde entier pour enseigner cette discipline. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux, Alan Black. Ici, nous construisons des assistants vocaux, comme Siri, Amazon Echo ou Google Home. Ce type de système automatique qui comprend notre langage et qui peut répondre à toutes vos questions. Cet exilé écossais est un guerrier des mathématiques appliquées. Un spécialiste du deep learning, cette méthode d'apprentissage profond. Elle permet à des machines de copier le fonctionnement des neurones du cerveau humain.
Ce qu'il faut pour que le deep learning fonctionne, c'est déjà d'avoir des données à traiter, c'est-à-dire des exemples de ce qu'on veut faire. Appelons ça un réseau de neurones. Il contient plein de mathématiques. Imaginez que c'est un programme informatique ou des algorithmes. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'entraîner. Par exemple, on lui donne une image d'une voiture et nous lui demandons de comparer avec d'autres images. On lui apprend à faire la différence entre notre voiture, un camion, un train ou n'importe qui. Si la réponse est bonne, nous disons au réseau de neurones « Bien joué, tu peux continuer ». Mais quand la réponse est fausse, nous modifions le modèle pour être sûr qu'il ne se trompe pas à nouveau. C'est comme si le réseau apprenait de ses propres fautes. Ainsi, il progresse et il réduit sa marge d'erreur. Le deep learning expliqué par Alan Black, c'est aussi la méthode informatique qui permet de réaliser les deepfakes. Ces fausses vidéos qui mettent en scène des personnalités. À Carnegie Mellon, nous avions aussi rendez-vous avec un spécialiste de l'image, Ayush Bansal. Le doctorant en robotique sait comment créer un deepfake. Française, Français. Nous lui avons fourni une allocution d'Emmanuel Macron, téléchargée sur Internet, et un discours Mes chers compatriotes, j'ai décidé de notre présentateur Jacques Cardoz. Ayush Bansal a fait le reste. Bienvenue dans Complément d'enquête. Pour moi, la meilleure partie de cette vidéo, c'est cette mimique. Parce que ce mouvement particulier des lèvres, nous sommes capables de le générer sur le président Macron. L'étudiant maîtrise les codes et les programmes informatiques, mais c'est l'intelligence artificielle qui a pris le relais. Les pixels se sont organisés tout seuls. C'est le réseau de neurones artificiels qui a fait le calcul pour fabriquer l'image qu'on lui a demandée. Et on obtient le président français en train de dire ce que dit le journaliste. Les ordinateurs et les serveurs d'Ayush ont calculé leurs effets pendant des heures pour réaliser 4 minutes de deepfake. Après les fake news, voici le deepfake ou l'art ultime de la désinformation. Par exemple, en ce moment même, est-ce Jacques Cardoz ou le président de la République qui vous parle? Laquelle des deux images est la bonne? Peut-être aucune des deux. Mais cet exercice technique, encore perfectible, s'améliore de jour en jour, ce n'est qu'une affaire de temps. Demain peut-être, une fausse image, une fausse voix pourrait vous faire croire l'impossible et cette technologie qui se démocratise pourrait être accessible à vous tous. Pour Ayush Bansal, qui rêve de travailler dans le cinéma, cette technologie est un outil qui va révolutionner les effets spéciaux des studios d'Hollywood. Mais en Californie, certains y voient une arme redoutable. L'université de Berkeley a fait appel à l'un des experts les plus reconnus du pays en analyse d'images. Je crois que le cours ne commence pas avant 13 h. Il y a le déjeuner. Ah mince, il est déjà 30. Si la ponctualité n'est pas le point fort d'Annie Farid, le professeur est un as dans la détection des contrefaçons vidéo. Un médecin légiste de l'image qui vient enseigner aux futurs ingénieurs de la Silicon Valley. Laissez-moi vous montrer, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'un des meilleurs deepfakes qui a été fait sur Obama. Il n'est pas encore parfait, mais il est excellent. Et d'un point de vue scientifique et légal, c'est un énorme défi, parce que la vidéo est authentique, sauf cette petite partie de la bouche. Vous imaginez ce que ça représente? Pour Annie Farid, les deepfakes risquent de s'emparer des réseaux sociaux. Là où le public s'informe de plus en plus et où se propagent déjà les fausses informations. Il me semble que pour être en démocratie, nous avons besoin de partager un socle de vérité commune. Nous devons être d'accord sur des faits.
de base. On peut avoir des opinions différentes sur les lois, sur l'économie ou sur l'immigration. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des choses factuelles, nous ne sommes plus en démocratie. Les réseaux sociaux, les fake news, ont eu une influence considérable sur les dernières élections américaines. Le deepfake sera-t-il le fantôme des prochaines échéances électorales en 2020 ? Au Wall Street Journal, la rédaction prend le phénomène très au sérieux. Regardons quand elle regarde du côté droit. Là, quand ça tourne. C'est vraiment bien fait. Francesco Marconi décortique tous les deepfakes sortis sur la toile. Comme cette dernière performance qui mêle les visages de 2 acteurs américains à la cérémonie des Golden Globes. Nous répertorions toutes ces vidéos et nous les partageons avec nos collègues. Comme ça, ils restent au courant des progrès de cette technologie. C'est une course entre les journalistes et les gens qui font ces vidéos. Et le seul moyen de la gagner, c'est de rester vigilant, de comprendre les techniques utilisées et de les expliquer au public. Ce spécialiste de l'intelligence artificielle a même formé une quarantaine de ses collègues au Wall Street Journal. Notamment Hilke Schellmann, journaliste au service vidéo du quotidien. Selon elle, l'effet deepfake aurait déjà des conséquences. C'était il y a quelques années. Trump était dans un show télévisé, équipé d'un micro dans un bus. Et il était en train de parler à un invité. Il y avait une discussion off sur les femmes, et il était en train de dire aux gens qu'ils pouvaient attraper les femmes par leur sexe, grâce à sa popularité. Et désormais, avec ce genre d'enregistrement, par exemple, les hommes politiques vont pouvoir dire que c'est un faux, que ça a été créé par un ordinateur. Et c'est exactement ce que Donald Trump a fait. Je l'ai dit, j'ai eu tort et je m'excuse. Il a commencé par présenter ses excuses, mais quelques semaines plus tard, il a laissé sous-entendre que l'enregistrement était un faux. Avant de quitter les États-Unis, devant la Maison-Blanche, nous avons voulu vérifier l'efficacité d'un deepfake auprès de citoyens américains. C'est terrible d'utiliser ce genre de terme. Un président ne devrait pas tomber si bas. Je crois que nos gouvernants ont perdu tout sens du civisme. C'est flippant. C'est un faux. Quelqu'un l'a fabriqué et l'a mis en ligne. C'est un très bon faux. J'en ai vu quelques-uns des comme ça auparavant. Eh oui, c'est très convaincant. Si vous n'êtes pas entraîné à les repérer, ça peut devenir un gros problème. Le potentiel de nuisance des deepfakes semble immense. Aux États-Unis, le département de la Défense a déjà débloqué plus de 60 millions d'euros pour lutter contre ces images.